Près de 80% du continent africain, soit 8 pays sur 10, n'atteindront pas l'objectif mondial de vacciner un dixième de leur population contre la Covid-19 d'ici fin septembre. C'est ce qu'on peut retenir de la dernière évaluation faite par l'Organisation mondiale de la santé. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférent le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, qui, au cours de son allocution à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé les partenaires techniques et financiers à intensifier l'aide en Afrique afin que les continents soient en mesure de lutter contre la pandémie de Covid-19. L'Afrique a signé le 28 mars 2021 par le canal de l'African Vaccine Acquisition Trust, AVAT en sigle, un accord pour l'achat de 220 millions de doses de vaccins, et certains pays africains ont initié le projet de création de l'Agence africaine de médicaments. D'autres produisent déjà des vaccins sous licence. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera dans notre continent les 25 millions de doses par mois. Des chercheurs africains de renommée mondiale en sciences médicales ont proposé une gamme de remèdes efficaces contre le coronavirus qui méritent d'être soutenus par notre organisation mondiale et les institutions scientifiques spécialisées. Le chef de l'État congolais a émis le vœu de voir plus d'implication de la communauté internationale pour renforcer la dotation en équipement des centres de santé et financer la recherche, y compris celle menée par des chercheurs africains pour le bien commun de l'humanité. Les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser, car les efforts internes pour amortir les chocs de la pandémie et limiter ces dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis. La victoire contre la Covid-19 n'est possible et durable que si le combat demeure une affaire de tous et si nous atteignons un taux d'immunité collective suffisant pour l'ensemble de l'humanité. Pour sa part, l'Afrique n'a pas croisé les bras et n'entend point capituler devant une quelconque fatalité du destin. Au contraire, elle a mis en place une stratégie continentale commune contre la Covid-19. Dans ce cadre, elle a créé un fonds de réponse à la Covid-19 et lancé une plateforme de fourniture médicale pour garantir à tous ces pays l'accès aux équipements et fournitures nécessaires. Dans la lutte contre la pandémie, le mal est encore loin d'être éradiqué en Afrique. Félix Tshisekedi craint que d'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépasse les 25 millions par mois, alors que les continents ne disposent pas de tests, encore moins de produits de laboratoire requis. De la République démocratique du Congo ont au cours de leur passage au ministère de l'aménagement du territoire manifesté leur intérêt au programme REVIT, un programme cher du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. La question sur l'urbanisation de la capitale congolaise a également fait l'objet de cette séance de travail. D'après ces sénateurs, il est temps de repenser à l'urbanisation de la ville de Kinshasa qui n'a pas un plan cohérent et qui ne sait s'adapter au contexte actuel. La plupart des infrastructures datent de 1967. Nous, sénateurs de la ville de Kinshasa, nous avions voulu concilier le projet que développe le ministère de l'aménagement du territoire et les projets des sénateurs en ce qui concerne l'aménagement du territoire, tout en incluant les projets qui existent au niveau de l'exécutif provincial. Voilà l'objet central de notre réunion d'aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord pour cette perspective qui a toujours été notre cheval de bataille, donner à la ville de Kinshasa un master plan. Pour matérialiser cette vision de faire de Kinshasa une ville moderne, le sénateur Didier Moumengi a souligné qu'un atelier technique entre le ministère de l'aménagement du territoire et le sénateur de Kinshasa sera organisé dans le prochain jour pour mettre en commun de projets précis. Quant au ministre, cette initiative est la bienvenue et il est temps de mettre en place une équipe mixte de mise en commun de différents projets irrélatifs. En ces temps de désordre climatique et d'effondrement de la diversité du vivant, des ouvrages scientifiques sur la biodiversité sont toujours très attendus et prennent des résonances particulières.
La promotion de la biodiversité passe par les soutiens des éditeurs indépendants du monde entier, garant de la diversité des productions éditoriales en République démocratique du Congo. Certains auteurs s'inspirent également de la biodiversité pour édifier la population sur des questions d'ordre environnemental, afin de trouver des mécanismes pouvant protéger ces secteurs. C'est le cas de Patrick Bakwa, un poète et expert consultant en environnement, qui a su trouver l'équilibre entre les lettres et la nature. Lorsqu'on parle de la biodiversité, évidemment nous faisons là allusion à l'écriture, mais une écriture qui prend en compte l'aspect biodiversité. Aujourd'hui, vous le savez, la biodiversité est un enjeu crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la RDC, par exemple, c'est un pays de méga biodiversité. Et nous, en tant qu'écrivains, nous pensons qu'au-delà de la question climatique, de la question écologique, la question scientifique s'invite justement dans ces débats, pour le moins galants, dans le cadre de la biodiversité, parce qu'il faudrait qu'il y ait assez d'ouvrages, assez d'écrivains, assez de scientifiques qui s'intéressent à la question de la biodiversité. Les sociétés requièrent des analyses de leurs impacts sur la biodiversité, l'anticipation des dynamiques possibles et l'élaboration des réponses adaptées sont nécessaires pour relever ces questions. À en croire ces poètes, le monde a besoin de la recherche et d'un partage des connaissances interdisciplinaires pour aborder ces questions sociétales et planétaires, ainsi qu'à viser un rythme de découvertes scientifiques qui dépasse celui des catastrophes telles que la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, les épidémies et le changement climatique. Regardons de près la méga biodiversité congolaise. Regardons de près la biodiversité congolaise. Elle est très menacée. Elle est fragilisée par la criminalité phonique. Elle est fragilisée par les actions ou, si vous voulez, les activités anthropiques, c'est-à-dire les activités menées par l'homme. L'homme est devenu curieusement le loup, n'est-ce pas, de la nature. L'homme détruit la nature sans s'en rendre compte parfois. Et l'ignorance est un véritable danger, notamment dans le cadre des questions liées au réchauffement climatique. Parce que la crise contemporaine de la biodiversité soulève de nombreux défis scientifiques et techniques. C'est pourquoi chaque 21 septembre, le pays du monde entier célèbre la journée biodiversité dans le but de réfléchir sur les mécanismes pouvant protéger notre environnement. Ils sont acteurs majeurs dans la protection et conservation des ressources forestières, des communautés locales. La boîte à images sur leurs droits et obligations, ainsi que le briefing sur la zone tampon des aires protégées en République démocratique du Congo, étaient au cœur de l'atelier organisé par APEN, Action pour la protection des personnes et espèces menacées, le mardi 21 et le mercredi 22 septembre à Kinshasa. On est là pour présenter les outils que notre projet a élaboré au niveau du parc national de la Lomami. Donc nous avons un projet de suivi et de plaidoyer pour l'implication des parties prenantes dans la gestion de cette nouvelle parc. Parce que c'est une nouvelle aire protégée qui est la seule. Le seul parc qui a été créé après la loi de 2014. Le réserve naturelle intégrale, les parcs nationaux, les jardins zoologiques et botaniques sont entre autres des sites considérés des aires protégées vu leur valeur naturelle pour la biodiversité. La zone tampon, située en périphérique à l'intérieur d'une zone protégée, elle sert de bouclier ou de ceinture de protection entre, d'une part, une zone riche en ressources à protéger et de l'autre, une zone d'activité humaine ou industrielle potentiellement nuisible. Quand on parle de l'efficacité des gestions d'une aire protégée, il y a plusieurs aspects qui entrent en compte. Il y a les aspects par rapport aux relations entre les communautés et leurs protégés. Il y a des aspects par rapport à la surveillance de leurs protégés, que l'environnement même politique, l'environnement social dans lequel l'air protégé est géré. Et donc,
l'efficacité de gestion englobe tous les aspects de gestion d'une aire protégée. Pour évaluer l'implication des communautés locales et peuples autochtones riverains du parc national de la Lomami, afin d'identifier les pistes de réduction des conflits existants entre les parcs et les communautés dans les aires de conservation de la nature en RDC, APEM a bénéficié en 2018 de l'appui financier de la Fondation Arcus via Rainforest UK. Cette boîte à images est donc le produit des études menées sur terrain et des échanges avec les communautés locales dans le cadre d'une gestion participative des aires protégées en RDC. C'est une boîte à images et la boîte à images, pourquoi on a fait des images? Parce que les cibles du message, c'est les communautés locales, les peuples autochtones qui vivent aux côtés ou dans les aires protégées. Et ce sont des gens qui, dans la plupart des cas, ils ne savent pas lire et même écrire. Et donc, à un moment, il faut communiquer avec eux à travers des images qui parlent. Et ce sont des images qui illustrent évidemment les questions liées aux droits des communautés dans les aires protégées. Et ceux qui sont appelés à faire et ceux qui ne sont pas appelés à faire et les conséquences qui peuvent survenir en cas de non-respect de tout ce qui est comme droits humains, tout ce qui est comme exigence par rapport à la conservation de la nature dans notre pays. Ces 2 jours de travaux ont permis à APEM de partager l'information sur ces projets avec les différentes parties prenantes de Kinshasa, à démontrer l'importance de la foresterie communautaire dans la protection des zones d'influence des aires protégées et à mettre à la disposition des participants les exemplaires des boîtes à images et leur utilisation dans les sensibilisations et formations. Depuis le dimanche 19 septembre dernier, que ces volcans projettent dans l'atmosphère des milliers de tonnes de gaz. Sur l'île de Palma, la capitale de l'île espagnole de Majorque, les volcans Cumbre Viejo entrent en éruption, embrase et engloutit tout sur son passage. L'éruption volcanique qui secoue l'île de Palma, aux Canaries, entraîne une multiplication d'évacuations d'habitants de plus de 5500 selon les services de secours, alors que la coulée de lave descend vers la mer. Selon la chaîne de télévision Canarias 7, une centaine de maisons ont été endommagées sérieusement, les toitures de certaines embrasées au contact de la lave à la vitesse d'environ 700 mètres par heure. Face au risque de projection de pierres, des chutes de cendres et d'intoxication au gaz, les autorités ont imposé un périmètre d'exclusion de 2 km autour de la coulée et craignent également des tremblements de terre. Je voudrais vous faire part de notre engagement total, de notre engagement sans équivoque pour que personne ne soit laissé pour compte lors de cette éruption. Que les habitants ne subissent aucun dommage d'un point de vue économique, indépendamment du fait qu'il existe effectivement des problèmes irréparables auxquels nous ne pourrons pas répondre, comme la perte de maison, avec toute la charge émotionnelle et pas seulement matérielle que cela implique. L'éruption, la première sur cette ville balnéaire depuis 50 ans, n'a pas fait victime, mais a d'ores et déjà provoqué d'importants dégâts sur cette région située à l'ouest de la mer Méditerranée. 5000 personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption dimanche après-midi. Le gouvernement régional des Canaries a précisé ne pas prévoir à ce stade de nouvelles évacuations. Personne n'a dû être soigné pour des problèmes liés à l'activité du volcan et nous n'avons pas à déplorer de pertes humaines. Je pense que c'est la meilleure nouvelle, après plusieurs heures d'un volcan qui est toujours actif et qui continuera à l'être dans les jours à venir. Selon l'Institut volcanologique des Canaries, ces coulées qui ont fait suite à des jets de lave de plusieurs dizaines de mètres de haut avancent à une vitesse moyenne de 700 mètres par heure à près de 1000 degrés Celsius.